21h45 heure Alger, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Nous entamons ce journal avec l'abcès sécuritaire au Burkina Faso et cette information qui vient de nous parvenir, 24 personnes dont 20 supplétifs de l'armée ont été tués lors de 2 attaques selon des sources sécuritaires locales. Information sur laquelle nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à présent, zoom sur la situation au Soudan en cette 5e journée d'affrontement entre l'armée du pays et les forces d'intervention rapide. Le bruit des canons ont retenti toute la journée, malgré l'annonce d'une trêve humanitaire. Le point de la situation avec Souhila Akilal. Au moins 200 personnes ont perdu la vie et 1800 autres ont été blessées depuis le début des combats entre les forces armées et forces de soutien rapide au Soudan. La situation dans le pays reste globalement instable au 5e jour des hostilités. Les affrontements se sont poursuivis malgré la trêve humanitaire proposée à partir de 18h mardi soir. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. D'importantes frappes ont eu lieu dans le centre-ville, autour du palais présidentiel et du commandement des forces armées. Une immense fumée noire obscurcit le ciel de Khartoum. Dans un communiqué publié par l'agence de presse soudanaise, le commandement général des forces armées a annoncé avoir entamé dès l'aube ce mercredi la 2e phase du processus de sécurisation des zones entourant le commandement général et l'aéroport. Il a également précisé avoir accepté la proposition de trêve humanitaire pour une période de 24 heures, mais les forces de soutien rapide ne s'y sont pas conformées. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a lui annoncé que la situation instable qui règne au Soudan limite sa capacité de déplacer du personnel et du matériel. Des milliers de civils sont piégés dans leurs maisons à l'abri des combats, sans électricité, incapables de sortir et inquiets de manquer de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Le bon sens doit prévaloir et toutes les parties doivent agir pour désamorcer les tensions. Les intérêts communs du peuple soudanais doivent primer. L'OCHA a indiqué que le programme alimentaire mondial avait temporairement suspendu ses opérations après le meurtre de 3 membres de son personnel dans l'état du Darfour du Nord. Des travailleurs humanitaires ont indiqué également que plusieurs hôpitaux à Khartoum avaient fermé en raison des bombardements et de l'insécurité qui règne. Et selon les estimations des chancelleries, le bilan des morts déplorés s'élève à 240. Cette situation qui inquiète la communauté internationale ne cesse d'appeler d'ailleurs au dialogue et au cessez-le-feu. C'est dans ce sillage que le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé une lettre à plusieurs instances internationales pour une action commune urgente. S'ajoutent à cela des appels à une trêve de la part du G7, des Nations Unies ou encore des États-Unis, ainsi que la rencontre dimanche entre l'Union africaine et la Ligue arabe. Les Soudanais, premiers à être affectés par l'escalade de la violence entre l'armée et les RSF, ne cachent pas leurs inquiétudes. La diaspora, notamment, suit avec anxiété et le cœur serré l'actualité dans leur pays. C'est le cas notamment de Abdeljalil Mohamed, établi en Libye. Un reportage signé Imen Merad. Face aux violents combats qui prévalent au Soudan, dans un conflit béant entre 2 généraux El-Burhan et Dagalo, les membres de la communauté soudanaise en Libye se disent extrêmement inquiets, exprimant leur indéfectible solidarité avec leurs familles et leurs amis qui sont confrontés à des coups de feu, des coupures d'électricité et d'eau, des pénuries alimentaires, redoutant également une crise sanitaire qui guette la région. Les Nations Unies ont à cet effet déclaré que le conflit avait provoqué une crise humanitaire catastrophique, en partie due à l'effondrement imminent du système de santé du pays. Nous appelons le commandant en chef des forces armées et son adjoint Hamiti à la raison. Au final, il n'y a pas de vainqueur dans cette guerre. Cette maudite guerre nous coûtera cher. Des citoyens innocents meurent et des enfants ne trouvent ni à boire ni à manger à cause des événements, car les routes sont fermées. Des gens avec des intérêts propres à elles sont derrière tout ça. Et nous devons, en tant que patriotes, raison garder. Le Soudan est assez grand pour nous tous. Scrutant les informations à la télévision et collés à leur téléphone mobile, de nombreux Soudanais espèrent que la paix règne à nouveau dans leur pays. Inch'Allah, le Soudan sera préservé. Nous rentrerons en toute sécurité et prospérité. En ce moment, nos proches sont au Soudan et nous sommes en Libye. Nous craignons pour eux.
Nous sommes en exil. À l'époque, c'était nos proches qui craignaient pour nous ici à l'étranger. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Que Dieu préserve le pays. Le commandant de l'armée soudanaise et le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide ont convenu d'un cessez-le-feu d'une durée de 24 heures à compter de ce soir. Rappelons que le dit conflit entre les deux parties a éclaté samedi dernier, engendrant le décès d'au moins 185 civils à travers le pays. Voilà donc pour ce qui est de cette 5e journée d'affrontement entre l'armée soudanaise et les RSF. Et la situation dans les territoires sahraouis occupés au menu ce mercredi de discussions à huis clos en ce moment même au Conseil de sécurité de l'ONU. L'occasion pour l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et du chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, de remettre un rapport sur la situation actuelle dans les territoires sahraouis occupés. De son côté, le leader du parti espagnol Vox, Santiago Abascal, a accusé le chef du gouvernement Pedro Sánchez de subordination au Maroc. Il a rappelé à Sánchez la dangerosité de ses revirements quant à la politique étrangère de l'Espagne, notamment sur le dossier sahraoui, qualifiant les volte-face de Sánchez de soumission au royaume. Il serait bien que M. Sánchez nous réponde à une question plus facile, par exemple, qu'est-ce qui a motivé le changement de position dans le dossier sahraoui sans consulter personne, contre son gouvernement, contre ce Parlement et contre son programme, contre ses propres électeurs et contre notre politique étrangère à la frontière sud. Comment est-ce possible que M. Sánchez, du jour au lendemain, assume la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental quand il entame son mandat en accueillant en Espagne un chef du parti Polisario? Combien a coûté en milliards de dollars et en pleine crise énergétique les conséquences de la crise avec l'Algérie? Ou qui a ordonné de se taire face au Parlement marocain qui revendiquait l'annexion de nos villes de Ceuta et Melilla qui sont historiquement espagnoles avant l'existence du Royaume du Maroc? Voici comment le président du gouvernement a une attitude soumise devant notre voisin. C'est optimiste que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, s'est présenté en visioconférence lors de la réunion du Conseil de sécurité. Bathily, cela dit, insiste, 2023 sera celle des élections dans le pays. La contrainte du maintien du statu quo n'est pas complètement écartée par le chef de la Menoula. Un récit signé Khadija Khadaoui. La Libye a un tournant historique. C'est du moins ce que semble penser l'envoyé spécial de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans le pays. Abdoulaye Bathily ne cache pas son enthousiasme quant à l'évolution du processus politique en Libye. D'ailleurs, selon lui, la sortie de crise est imminente. Les Libyens sont face à une opportunité historique de sortir de la crise qui dure depuis une décennie. Il y a une nouvelle dynamique en Libye. Si le chef de la Manul, qui s'exprimait lors d'une réunion au sein du Conseil de sécurité, se montre aussi serein, c'est en raison de la nouvelle dynamique dans laquelle se sont inscrites les parties libyennes en multipliant les consultations en tout genre. Depuis une décennie, il y a une nouvelle dynamique en Libye. Ces rencontres portent une grande valeur symbolique sur la voie de la réconciliation et de l'unification du pays. En dépit de sa satisfaction, Bathily n'écarte pas la tentation du maintien du statu quo. Il a à cet effet exhorté les parties prenantes à maintenir la cadence en vue d'un scrutin en 2023. J'exhorte les dirigeants des deux conseils à accélérer les travaux du comité 6+6 et à publier le programme de travail du comité qui est fixé dans un délai afin d'organiser les élections cette année. Les lois électorales doivent être achevées en temps voulu. Dès son arrivée, Bathily a donné le temps. Cette année sera celle des élections en Libye. Pour rappel, en janvier 2021, pour des divergences persistantes, les élections législatives avaient été reportées. Cindy. Madame, Monsieur, c'est comme ça que s'achève ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.